Alors ici, vous vous trouvez en présence d'une réinterprétation d'une œuvre de Michel-Ange peinte au plafond de la chapelle Sixtine. Il s'agit essentiellement de 20 nus masculins qu'on appelle i nudi, qui sont des personnages peints à l'intersection des scènes religieuses. Michel-Ange a peint ce plafond entre 1508 et 1512. Son commanditaire était le pape Jules II, qui a forcé quelque part Michel-Ange à interpréter ce travail. Michel-Ange se défendait d'être avant tout un sculpteur et non un peintre. Et on remarque en décryptant son travail pictural qu'effectivement, il peint comme travaillerait un sculpteur. Michel-Ange était assez vénal pour accepter ce projet qu'il a mis quand même dans une situation où il savait très bien qu'il serait reconnu par ses pairs comme un peintre magistral aussi. Michel-Ange a posé ses conditions, c'est qu'il peigne à sa manière, c'est-à-dire d'une manière très libre. Si on remarque dans le détail ici, il nous dit, en fait, c'est une réinterprétation de l'esthétique masculine. Les proportions ne sont pas ce qu'elles devraient être, il y a des mises en scène qui sont très personnelles et surtout une grande liberté de travail. Lui, ce qui l'intéressait, c'était plus la manière de poser le nu, d'où l'appellation qui a été donnée par la suite, le maniérisme. Donc moi, j'ai travaillé longtemps sur l'étude de Michel-Ange, ça m'a pris des années. 500 ou 600 dessins ont été faits pour que je puisse comprendre comment lui exécutait son travail artistique. Pas seulement sur les 20 nudis qui furent la genèse de mon travail, mais également tout son travail artistique de sculpteur aussi. C'était intéressant de voir comment il crée sa propre esthétique. Par exemple, David, de comprendre qu'il y a des proportions qui ont été édictées par Michel-Ange pour qu'on voit l'œuvre depuis le bas et qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de perspective en hauteur. Cette perspective, elle se retrouve aussi dans le plafond de Michel-Ange. Ce qui a été pour moi une difficulté majeure, c'est de peindre en fait des sujets qui étaient destinés à être vus depuis le bas vers le haut, et moi j'en ai fait une œuvre verticale. Et surtout, je ne voulais pas imiter Michel-Ange, ça n'avait pas de sens, je voulais réinterpréter son travail. C'est-à-dire que j'ai pris dans chacun des 20 personnages les parties graphiques qui m'intéressaient. Donc, dans un premier temps, je me suis attaché à faire 103 mètres uniquement de fond de couleur. C'est un aléatoire maîtrisé. Ce sont en même temps des couleurs qui jouent entre elles, le hasard intervient aussi, il y a une technique évidente, mais il faut ensuite lâcher prise, il faut laisser agir, l'eau et la couleur se mettent en compétition. Les pigments se diluent d'eux-mêmes, mais il faut un peu les aider quand même pour diriger le travail. Organisation du chaos. C'est ça qui est beau. Attention. Yes. Ces fonds ont été peints à l'acrylique et je travaillais à l'aveugle parce que je ne savais pas quel sujet serait peint par-dessus à l'huile, donc pour en faire ce qu'on appelle des lavis, c'est-à-dire des fonds de couleur rehaussés d'huile.
que j'ai travaillé à l'aveugle, ce qui était quand même un travail assez considérable. J'ai fait 103 mètres linéaires, 2,20 m de hauteur, qui était uniquement un fond de couleur acrylique. Ensuite, j'ai appliqué la technique du glacis, qui est de superposer deux techniques différentes. Le sujet est peint à l'huile avec uniquement deux couleurs que j'assemble, c'est-à-dire le terre de sienne brûlé pour les couleurs qui sont dans les tendances brunes et le noir. Donc le reste, c'est que des camailleux de gris, de brun qui, mélangés de bronze et rehaussés d'autres couleurs, donnent le fond et la forme de mon œuvre. Je suis dessinateur avant tout, c'est vraiment ma carte de visite. Mais il a fallu passer d'un dessin très académique, qui était ma formation, à un dessin qui évolue, où il y a une rupture, comme la musique tonale et la musique dodécaphonique. Il y a pour moi ce passage, je me situe entre les deux. C'est des moments de grands frissons, de grand bonheur, où on emmagasine une grande émotion via la musique et le tableau à venir. Donc, en même temps, je suis ravi de pouvoir travailler de cette manière évolutive. Mais avoir le courage de transposer ce qu'on a en soi et que ça devienne une œuvre. Il ne faut pas oublier, la peinture est une exigence du dedans. En fait, ce n'est pas seulement une expression des sentiments. Un enfant qui pleure, il exprime un sentiment. Mais la grande difficulté chez le créateur, quel qu'il soit en fait, c'est ce mystère du passage du dedans vers le dehors. Dans le décryptage des Nudis, j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je respecte les défauts de Michel-Ange ou bien est-ce que je les travaille à ma manière? Donc j'ai opté pour la deuxième solution qui est celle d'avoir un maître pour se passer du maître. Voilà le moment crucial. On doit dépasser le modèle pour créer sa propre empreinte. Est-ce que j'enlève une partie de l'œil ou bien est-ce que dans celui-là, je laisse le regard, je prends le risque. Au pire des cas, j'ai de la chance, je suis dans une zone plus ou moins neutre, ce qui va me permettre, si ça ne me plaît pas, de passer une tache grise qui est déjà derrière. Donc je prends le risque de laisser le regard. De toute façon, il est rendu dynamique par cette ligne. Et là, le support était indispensable, que je puisse m'appuyer dessus pour donner en même temps un côté tranchant, l'arête du nez, et la rotondité de l'arête nasale. Je crois que c'est bien parti. La grande difficulté dans un travail comme celui-ci, qui est étalé sur près de 10 ans, c'est qu'en 10 ans, un peintre évolue. Ça veut dire qu'on a peut-être une autre manière de transposer, si je prends un exemple d'un corps de Michel-Ange que j'ai peint il y a 10 ans,
Si je reprenais ce corps aujourd'hui et que je le repeigne avec mon expérience, il faudrait quand même qu'il y ait une certaine cohérence dans la manière de travailler. C'est pour ça qu'à chaque nouveau panneau, en fait, je repartais à zéro. Je m'imprégnais du tableau précédent, j'essayais de comprendre ma manière de l'approche basique de mon travail, mais je ne voulais pas tomber non plus dans le multiple, en fait, dans la reprise facilitée d'un élément que je maîtrisais bien. Bonheur total, le grand frisson, d'avoir le privilège de pouvoir exprimer cette exigence du dedans. Celle-là, je l'ai eue en naissant. Je disais à ma mère à 8 ans que je voulais être artiste peintre. On sait bien qu'à cet âge-là, je ne connaissais pas la valeur de l'expression. Mais toujours est-il que 60 ans plus tard, je me trouve baigné dans le bonheur de pouvoir créer tous les jours de mon existence. La question traditionnelle dans l'art, c'est de savoir quand c'est qu'un tableau est achevé. Quand on a le sentiment de rajouter quelque chose parce qu'il nous reste de la couleur, ou bien de vouloir surcharger, voire surjouer, comme certains acteurs au cinéma ou au théâtre, quand on a ce sentiment de surjouer, c'est qu'on rajoute la partie qui est en trop. C'est-à-dire qu'il faut savoir, à ce moment-là, prendre du recul, analyser et évidemment éliminer, si possible, les parties qui sont trop. Ce qui était vraiment, pour moi, poignant et expérimental, c'était de travailler d'une manière complètement aléatoire par rapport aux tâches préalablement posées sur la toile, qui était pour moi le fil conducteur. Ça veut dire que quand j'avais en tête de peindre soit un portrait, soit un bras, soit une position de corps, j'ai joué avec les tâches qui existaient sur le tableau. C'est-à-dire que je pouvais techniquement m'appuyer contre cette tâche pour éviter de peindre le corps dans son ensemble. C'est le fond qui, en fait, achevait esthétiquement le tableau. Ce qui m'a permis pour moi de travailler avec une grande liberté et ce qui me rassurait quelque part d'avoir ces fonds qui étaient faits au préalable, qui étaient un canevas pour moi, dans le fond assez facile à résoudre. Facile entre guillemets évidemment. Et ensuite, il a fallu faire un montage définitif des 33 panneaux de 3,30 m. Ayant travaillé à l'aveugle, je ne savais pas, dans l'assemblage final, quel panneau allait être placé à côté de l'autre. Donc il a fallu que je trouve, moi, une certaine logique.
majeur pour moi comme décision, c'est d'essayer de donner une profondeur à mon travail. Cette profondeur, je l'ai acquise grâce à un procédé qu'on appelle un procédé de la lumière noire. C'est-à-dire qu'on éclaire les tableaux avec des néons noirs. On travaille avec de la couleur fluorescente. Cette couleur fluorescente est étalée sur une base de couleur à l'huile, parce que la pérennisation de la couleur fluorescente, ce sont des techniques trop récentes pour savoir si avec le temps, les pigments vont rester fidèles. C'est là qu'on se rend compte que Michel-Ange, en fait, sa force, c'est d'avoir été en rupture avec les codes qu'imposait l'Église catholique à la Renaissance italienne. Pour figurer dans les collections ou pour avoir des commandes, il fallait remplir certains critères, notamment dans les scènes religieuses. Par exemple, c'est Giotto, c'est clair, avec les auréoles. Botticelli, la Vénus, il y a une cinquantaine de codes, des non-dits qu'il faut découvrir, qui font partie de l'élaboration d'une œuvre acceptée par l'Église à l'époque. Et Michel-Ange s'est mis en rupture. C'était le Bacon de l'époque. En fait, il a décidé qu'il allait créer sa propre esthétique, ne tenant pas compte des règles qui étaient appliquées à l'époque. D'où cette grande liberté dans l'esthétique de ces personnages, dans les proportions pour certains. Les mises en scène sont atypiques aussi. Des bleus, des jaunes étaient utilisés par Michel-Ange. On a retrouvé des pigments qu'il utilisait. Et c'est des couleurs à la limite fluo. C'est justement ça, une réinterprétation, une transposition d'une œuvre. Mais il ne faut pas faire pour faire, jamais, jamais, jamais. Ça. En tant qu'épouse artiste, j'utilise une place privilégiée qui est la place de l'observateur. En effet, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces visites organisées pour voir cette œuvre unique. C'est une œuvre gigantesque de 101 mètres. Et là, il s'est passé vraiment énormément d'émotions. Il y a eu ceux qui ont eu les larmes aux yeux, il y a eu ceux qui avaient des frissons. Aux stupeurs, la chapelle Sixtine s'est éclatée, un bras, un pied, un visage, tout cela s'offre à nous de manière extrêmement poétique et à la fois classique et à la fois moderne. Et comme ça, 103 mètres, incroyable. Et tout à coup, on allume la lumière noire et d'autres couleurs surgissent, des verts, des bleus, les yeux s'exorbitent. C'est une œuvre inclassable, incroyable, inimaginable, et pourtant elle existe. C'est vraiment une surprise, un cadeau. Et je me suis posé la question, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il se passe? Et je crois que c'est lorsque les gens sont en contact avec la sincérité de l'artiste, son authenticité, son âme est là. Et là, on passe d'un simple imaginaire à l'imaginal.
L'imaginaire, c'est par exemple lorsque vous écoutez un arpège et qu'on élimine des notes de cet arpège, eh bien votre esprit instantanément va recomposer le morceau exactement comme il est. Tandis que l'imaginal, c'est l'imaginaire inspiré, c'est l'illumination par l'esprit, la transcendance. Et en fait, l'œuvre, à ce moment-là, devient le support. C'est l'œuvre qui va permettre de pouvoir établir la relation entre le spectateur et l'artiste, et la relation aussi face à soi-même, se rappeler à sa propre existence. Et en fait, le challenge, c'est là. C'est de pouvoir établir ce lien, ce contact éminemment important entre le créateur et le spectateur qui peut se révéler à lui-même aussi. On me pose souvent la question de savoir qu'est-ce que je vais faire de cette œuvre et est-ce qu'elle est à vendre. Ce que je vais en faire, en fait, ça sera de la faire voyager à travers le monde entier. Moi, je suis à la recherche d'un collectionneur, d'un passionné de l'art qui soit capable de supporter et de défendre ce travail et de le faire voyager dans les musées du monde entier et d'en faire un travail marquant du XXIe siècle.